Dans cette exposition, vous allez découvrir le lien de Rodin avec l'art égyptien. Et c'est un lien qui n'est pas toujours évident, qui est peu connu, et ça va vous permettre aussi de découvrir son immense collection d'antiquités égyptiennes. Dans l'introduction de l'exposition, on va voir que au départ, dans ses années de formation, dans les années 70 et 80, Rodin va être plus intéressé par l'art grec. Mais quand même, on aperçoit quelques touches d'égyptophilie, je dirais, avec des paysages orientalistes, l'influence aussi d'un artiste comme Robes et du symbolisme fin de siècle sur Rodin, et puis des mots comme ça qui vont commencer à apparaître dans son vocabulaire, et on voit par exemple qu'il va nommer sa statue du Fugita mort le Sphinx. Rodin est devenu collectionneur dans les années 1890. C'est une période très particulière pour lui. Au début des années 1890, il va se séparer de Camille Claudel, il va quitter Paris et s'installer à la Villa des Brillants à Meudon. Et c'est à cette période qu'il va vraiment commencer à collectionner de manière beaucoup plus importante des antiquités grecques, romaines, des antiquités égyptiennes, un peu d'art asiatique aussi. Et petit à petit, cette collection va devenir de plus en plus importante et l'art égyptien y trouvera vraiment sa place. Mais cette première collection égyptienne, elle est tout d'abord jusqu'en 1910 composée de petits objets, de petites statuettes en bronze, de tissus coptes, de masques funéraires, des objets que l'on trouvait énormément sur le marché de l'art à cette époque, il faut dire, et qui provenaient des fouilles d'Égypte. Alors ici, nous sommes dans le premier atelier égyptien de Rodin, des années 1890-1910, et nous présentons ici un vase avec une figure de Rodin. Alors évidemment, c'est quelque chose de très particulier dans l'œuvre de Rodin. Les vases que vous pouvez voir ici de sa collection, ce ne sont pas seulement des objets d'admiration, ce sont aussi des œuvres, des matériaux, des couleurs qu'il va utiliser dans sa propre sculpture et dans sa propre réflexion. Et là, on a la chance d'avoir une œuvre assez étrange de Rodin, cet assemblage d'un vase de sa collection avec une de ses propres figures en plâtre. On voit que Rodin ne se contente pas d'admirer les objets de sa collection, mais qu'il les utilise aussi comme matériaux de sa sculpture. Et là, non seulement il utilise le vase avec la figure, mais il fait aussi mouler le vase, et l'on voit ici le moule de ce vase, et on voit qu'il en fait tirer une épreuve en plâtre. Donc ça, c'est un instant de sa création. Il y a sûrement eu un projet d'assembler l'épreuve en plâtre avec une autre de ses figures, mais on ne sait pas ce qu'il a voulu en faire. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve sur un certain nombre d'objets de la collection de Rodin. Par exemple, ici, on voit que Rodin a utilisé le vase en albâtre avec sa figure en plâtre, mais qu'il a aussi fait mouler l'ensemble pour faire 2 tirages en plâtre de ce même assemblage. Et là, on voit que ce vase original en albâtre a été moulé, donc nous présentons à la fois le moule et les petits tirages en plâtre qui en résultent et qui devaient mener à un autre projet d'assemblage. En fait, on a l'impression que, avec la technique du moulage, Rodin va faire disparaître la couleur, la texture du vase et assimiler le vase à sa propre création par une unité dans le matériau du plâtre. Nous présentons ici un des masques funéraires de la collection de Rodin,
un masque qui porte encore des couleurs et qui a ses yeux tellement impressionnants, ses yeux en verre qui vous regardent. Et Rodin aimait beaucoup ces masques avec tout le sentiment qui était exprimé dans cette sculpture égyptienne. On retrouve son intérêt pour la polychromie dans sa sculpture aussi à cette époque, avec par exemple ce masque d'Anako qu'il confie à Jean Cros pour le traduire en verre et qui a des couleurs, et dont sa biographe Judith Cladel dira qu'elle est tellement vivante qu'elle en est surnaturelle. Donc il y a cette idée aussi de quelque chose de surnaturel, lié aux funéraires, évidemment, que l'on retrouve dans les masques égyptiens. Cette question de la polychromie dans l'œuvre de Rodin, alors il faut dire que Rodin, par exemple, refusait la polychromie dans l'art grec, mais l'acceptait dans l'art égyptien. Et on retrouve dans sa collection des fragments de peintures de tombes qu'il achète en 1913, mais à la même époque, en 1911, il s'intéresse à la peinture murale et on lui fait commande d'une peinture murale pour le séminaire Saint-Sulpice, peinture murale qui ne sera jamais réalisée, mais il va s'initier à la fresque avec des artistes comme Jeanne Bardet. Et donc nous présentons dans l'exposition, à côté des peintures murales égyptiennes, des essais de fresques réalisés par Rodin. Et l'on retrouve dans ces fresques et dans le dessin de Rodin de manière générale ce goût pour des couleurs vives, assez fortes, comme dans les peintures égyptiennes, et puis ces grands aplats aussi, cet art du contour que l'on retrouve dans le dessin égyptien. Vers 1910, Rodin a un projet de faire un musée à l'hôtel Biron. À cette époque, il est question en fait de détruire cet hôtel où Rodin n'a à l'époque que 4 pièces pour exposer ses œuvres. Et commence à germer cette idée de faire cette donation à l'État, donation de son œuvre, de son atelier, de ses collections, mais aussi de sa villa à Meudon. L'État, en échange, achèterait l'hôtel Biron pour faire un musée après la mort de Rodin. Et ce projet qui va voir le jour, puisqu'aujourd'hui nous sommes au musée Rodin, à l'hôtel Biron, va influer sur la constitution de la collection égyptienne en particulier. Rodin veut faire un musée où son œuvre est confrontée, cohabite avec les arts du passé. Et l'Égypte doit être prépondérante. On est en 1910, on n'est plus au XIXe siècle. L'Égypte est devenue un art considéré au même niveau que l'art grec. Et en 1909, par exemple, Élie Faure écrit son histoire de l'art antique. Il met sur le même plan la préhistoire, l'art égyptien et l'art grec. Dans cette exposition, nous n'avons pas voulu simplement montrer des objets, nous avons aussi voulu les mettre en scène, comme Rodin pouvait l'avoir fait, et montrer par exemple ses œuvres ici, telles que Rodin les avait présentées dans l'hôtel Biron. C'est là aussi l'idée du rêve égyptien de Rodin. C'est vraiment ce que nous souhaitions présenter, c'est aussi des ambiances, l'ambiance de l'hôtel Biron. Il faut se rappeler que Rodin invitait ses visiteurs à venir voir les antiques et les regarder à la bougie. Donc nous avons essayé aussi de mettre un éclairage différent dans cette zone de l'exposition qui évoque cette collection à l'hôtel Biron. L'exposition présente les musées égyptiens de Rodin, ses ateliers égyptiens, mais aussi ces espaces sont entrecoupés par des figures qui nous semblaient importantes aussi de montrer, ces figures de passeurs d'Égypte. Rodin n'est jamais allé en Égypte, mais il a rencontré des écrivains comme Rainer Maria Rilke, des sculpteurs comme Clara Westhoff, des danseuses comme Isadora Duncan ou Loie Fuller, qui, eux, ont fait le voyage en Égypte et on lui ont rapporté des récits, des photographies, tous éléments qui ont pu enrichir évidemment son imaginaire de l'Égypte. Nous
Nous sommes ici dans le second atelier égyptien de Rodin, un atelier à la fois des années 1910-1914, mais aussi rétrospectif sur l'œuvre de Rodin et son lien avec l'art égyptien. Ici, nous sommes devant la statue de Balzac, une statue qui a été exposée au Salon en 1898, mais refusée par la Société des gens de lettres et critiquée pour son aspect un peu brut, qui ne correspondait pas à ce que l'on pensait au XIXe siècle de ce que devait être la représentation d'un écrivain avec un livre dans la main, par exemple, ou une plume pour écrire et un visage gracieux. Ici, Rodin fait une sorte de colosse et exprime toute la puissance créatrice de Balzac. Les critiques de l'époque vont relier l'œuvre, la statue, à des œuvres égyptiennes et dire par exemple que le dos du Balzac ressemble à un sarcophage égyptien. Mais bien après, à la fin de sa vie, Rodin va revenir sur cet échec de la statue du Balzac et dire « on a beaucoup ricané au fond sur ce Balzac, mais on n'a pas voulu voir ce que j'avais voulu faire, c'est-à-dire faire une statue qui est proche du même nom, du colosse égyptien. » Donc lui-même a relié cette œuvre à l'art égyptien. Cette œuvre est considérée comme aussi une œuvre qui annonce la modernité en sculpture. À côté du Balzac, vous pouvez voir les dernières œuvres de Rodin, le torse de jeune femme cambrée de 1910 et le torse du Victorian Albert Museum de 1910-1914. Nous avons souhaité les présenter à côté des torses égyptiens de la collection de Rodin. Dans ces dernières œuvres, Rodin a en effet le souhait d'aller vers une simplification des formes, vers quelque chose de plus tendu qui rejoint sa passion pour l'art égyptien. Nous racontons ici l'histoire de la relation de Rodin avec l'art égyptien, non seulement avec ses propres sculptures, ses dessins et sa collection d'antiques, mais aussi à travers ses archives, ses agendas, les livres de sa bibliothèque, ses gravures et ses photographies. Et c'est tout ça qui fait la richesse de cette histoire. Nous invitons aussi le public des enfants et des familles à suivre notre exposition à travers le parcours enfant et à suivre notre petite mascotte de chat. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi découvrir le site internet Rodin et l'art égyptien que nous avons réalisé avec le Centre de recherche égyptologique de la Sorbonne, le Musée du Louvre et l'Université Paris-Nanterre.